Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce programme quotidien sur Equinox Télévision. La nuit a été longue et même très longue pour les magistrats. Ils attendaient les résultats du Conseil supérieur de la magistrature, un conseil qui a débouché sur un vaste mouvement au sein de ce corps, un mouvement de très forte ampleur sous fond de rajeunissement des personnels. Était également très attendu des sanctions contre certains magistrats indélicats. Un conseil de discipline avait d'ailleurs pourtant déjà été mis sur pied, mais aucun dossier disciplinaire n'y a été soumis. Conséquence, aucun magistrat disciplinairement ou formellement sanctionné. Tremblement de terre de très forte magnitude dans le corps de la magistrature. 0 magistrat disciplinairement sanctionné, c'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox Soir, ce mardi 11 août 2020, Maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je voudrais dire bonsoir à mon copanéliste, à tous vos millions de téléspectateurs, à vos techniciens, grâce à qui on nous voit un peu partout, par le monde, et naturellement à tous ceux qui aiment Equinox Soir. Merci Maître Joseph-Claude Biliga d'être venu sur ce plateau, avocat au barreau du Cameroun, mais également militant politique. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Maître Fidèle Dubissi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci, il n'y a pas de quoi, et je salue tous les téléspectateurs d'Equinox. Et je suis une fois de plus heureux de me retrouver sur ce plateau pour partager avec mes copanélistes, dont le conseiller Maître Biliga, dont je fais un coucou, auquel je fais un coucou, et également tous ceux qui nous suivent. Nous allons, autant que faire se peut, éclairer les téléspectateurs sur ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature hier, et peut-être nous interroger sur l'avenir de ce Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous ne pensons pas que ce Conseil est efficace et que ce soit une institution qui répond encore aux standards de la modernité, et que c'est un Conseil qui est appelé à évoluer et qu'on ne devrait plus nommer les hauts magistrats sans consulter par exemple le Parlement ou l'Assemblée nationale pour donner leur avis, par exemple pour nommer le président de la Cour suprême. On développe tout cela tout à l'heure, Maître Fidèle Dubissi. Merci infiniment d'être venu. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Nous aurons également 2 autres avocats sur ce plateau, notamment Maître Moustapha Ngwana du SIF et Maître Russell Chemou, également avocat au barreau du Cameroun. Maître Joseph-Claude Biliga, la première question que je voudrais poser, c'est de savoir quelle est l'impression, la forte impression que vous avez, du moins la première, après le vaste mouvement observé au lendemain, au cours de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature. Par rapport aux nominations, pas pour l'intégration, d'abord je voudrais dire que nos jeunes compatriotes qui attendaient leur intégration dans la fonction publique, dans la magistrature, je pense que c'est les principaux bénéficiaires de cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Et l'une des particularités également, l'un des faits saillants de ce conseil, de cette réunion, c'est l'intégration de 50 magistrats du common law qui vont travailler essentiellement dans la zone anglo-saxonne pour appliquer le common law. Vous savez, l'une des revendications à la base des problèmes que nous avons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était le fait que nos compatriotes estimaient que ce n'était pas normal que dans leur juridiction du nord-ouest et du sud-ouest, où la langue parlée est l'anglais, que les magistrats d'essence juridique francophones soient ceux-là qui vont rendre des décisions là-bas. Et il s'est donc posé un problème de nombre de magistrats. Et c'est pour cette raison que le président de la République, dans ses promesses, avait donc dit qu'on va créer une section, on va faire un recrutement spécial en plus de la session à l'ENA et de la Cour suprême. Donc on va faire un recrutement spécial en faveur de nos jeunes compatriotes qui sont anglophones pour qu'ils aillent grossir les rangs des magistrats de culture juridique anglo-saxonne.
Maître Fidèle Djoubissi, qu'est-ce qui retient le plus votre attention après ce Conseil supérieur de la magistrature? Oui, je remarque que le Conseil supérieur de la magistrature a opéré un vaste mouvement. Il y a beaucoup de magistrats qui ont été affectés. Et les magistrats qui sont partis de Douala pour le Mungo, c'est-à-dire les tribunaux de Konsamba et les tribunaux de Bafoussam. Pour la plupart des magistrats qui sont partis de Douala ont été affectés à Konsamba ou à Bafoussam. Et je note également que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de magistrats de ville, c'est ce que ça veut dire? Parce qu'on a également remarqué, et ce n'est pas seulement le cas de Douala, on a remarqué, il y a certains avocats qui ont fait observer qu'il y a des avocats qui étaient en ville, notamment à Yaoundé, qui ont été déployés dans ce qu'on appelle les tribunaux de zone rurale, de Yaoundé vers Bengbis, entre autres. Là. Pas de magistrats. Oui, des magistrats. Des magistrats. Pardon. Oui, particulièrement pour Douala, ces magistrats ont été déployés vers Konsamba et vers Bafoussam. Et dans l'organisation des juridictions chez nous, Konsamba et Bafoussam sont des juridictions qu'on appelle des juridictions d'importance. C'est-à-dire autrefois on classait ces juridictions avec Yaoundé, Douala, Bafoussam et Konsamba. Ce sont des juridictions de premier ordre. Donc, ça veut dire que on a voulu déplacer ces magistrats et qu'on n'a pas voulu les envoyer dans les juridictions périphériques. Et on a voulu les envoyer dans les juridictions qu'on considère comme les juridictions de premier ordre, Konsamba et Bafoussam. Et je note également que on a affecté, c'est-à-dire on a remplacé beaucoup de chefs de juridiction et des chefs de parquet. Et c'est-à-dire à la cour d'appel, comme président de la cour d'appel, les procureurs généraux aussi, les procureurs de la République, les présidents de tribunaux d'instance. Ça traduit quoi selon vous, ce vaste mouvement-là? Il fallait un coup de pied dans la fourmilière, c'est ça? Moi, je pense que après 3 années de laxisme, après 3 années d'absence de tenue de Conseil supérieur de la magistrature, il y a beaucoup de chefs de juridiction qui avaient déjà mis l'on à la tête de ces juridictions. Et il était de façon normale, c'était hygiénique que l'on puisse opérer les remplacer. Oui, il y a des chefs de juridiction qui avaient déjà mis plus de 6 ans, et il était normal qu'on les remplace. Donc je pense que c'est ça qui explique le fait que beaucoup de chefs de juridiction ont été remplacés. Oui, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'en réalité, je me suis rendu compte que soit nous vieillissons vite, soit aujourd'hui des magistrats arrivent à des grades assez élevés, étant encore jeunes. Vous verrez que moi je vois la plupart de mes amis de ma génération sont aujourd'hui magistrats hors hiérarchie du premier groupe. Sont arrivés au premier groupe. On ne les voyait pas venir, mais hier, ce matin, en lisant le journal des nominations, je me suis rendu compte que beaucoup de mes camarades de fac sont magistrats hors hiérarchie, premier groupe aujourd'hui. Et ce qui, il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer comme ça. Beaucoup de magistrats finissaient, les chefs de cour, les chefs de juridiction étaient au 2e grade, au 3e grade. Aujourd'hui, vous voyez les magistrats hors hiérarchie du 2e groupe qui se retrouvent à la tête de cours d'appel, qui se retrouvent au niveau des juridictions, alors qu'avant c'était généralement les gens de 3e grade, 4e grade. Ça veut dire qu'en réalité il y a eu une modification au niveau de leur graduation. C'est-à-dire qu'en réalité, avant, il n'y a pas que la notation qui compte en réalité, parce qu'on a prévu qu'après un certain nombre d'années passées à un grade, sauf si vous avez été sanctionné, il y a d'une manière automatique, vous montez en grade. Il y a une montée en grade d'une manière automatique et ça bénéficie à beaucoup de magistrats. Et c'est là un incident. Parce que si vous allez en retraite, par exemple, avant le 3e grade, par exemple, vous allez en retraite, je crois, à 60 ans, sauf si je me trompe. Après le 4e grade, vous allez à 65 ans. À 65 ans. 55 ans pour le 3e grade. Voilà, vous comprenez donc. Donc il y a intérêt à ce que les magistrats fassent d'abord bien leur travail et rentrent relativement jeunes dans la fonction, qu'ils soient, et là peut-être qu'on va embrayer avec votre question tout à l'heure, qu'ils évitent d'être sanctionnés. Parce que l'une des sanctions qu'on fait généralement, c'est la rétrogradation. Vous pouvez être au 4e grade, on vous rétrograde.
au deuxième grade ou au troisième grade, et ça impacte négativement sur votre fin de carrière si vous ne remontez pas pour pouvoir bénéficier des avantages liés au quatrième grade ou au fait que vous soyez membre vous soyez hors hiérarchie premier ou deuxième groupe. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par Maître Moustapha Ngouana. Maître, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Je suis une fois de plus heureux de me retrouver sur votre plateau. J'en suis fort aise. J'espère que je serai à la hauteur des débats. Voilà, Maître Moustapha Ngouana, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes militant du SDF, d'ailleurs conseiller juridique national du Social Democratic Front. Je vous donne la parole tout à l'heure pour livrer vos impressions sur la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais je reviens d'abord à Maître Fidèle Djoubissi. Vous avez insisté tout à l'heure sur le vaste mouvement opéré au sein de la magistrature, mais certains ajoutent qu'au-delà de ce mouvement, il y a en toile de fond une autre question, c'est la question du rajeunissement des personnels au sein de la magistrature. C'est peut-être un élément qu'il faut souligner et qu'il faut peut-être saluer. Oui, c'est un élément à relever et le conseiller Maître Biliga a relevé tout à l'heure qu'on voit des magistrats, des jeunes magistrats qui montent en grade, ce qui ne se faisait pas avant. C'est une bonne chose que l'on puisse récompenser le travail fait par des jeunes magistrats et qu'on n'ait pas toujours l'habitude de présenter plutôt des magistrats très âgés qui arrivent à la Cour suprême. Âgés, magistrats hors hiérarchie, premier groupe ou même deuxième groupe, mais déjà fatigués et qui ne peuvent pas rendre rapidement les décisions. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons dit que la Cour suprême était un mouroir des dossiers. Et c'est une bonne nouvelle que les magistrats jeunes montent en grade et pour arriver à la haute juridiction un peu plus frais. Oui, avec un peu plus d'énergie pour que la justice soit rendue le plus rapidement possible. Mais nous observons que depuis peut-être 2-3 ans, depuis que le premier président M. Mekobe est arrivé à la Cour suprême, il y a eu un changement. Parce que le premier président, M. Mekobe, est arrivé avec une vague de magistrats qui avaient encore beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que les dossiers ont un peu évolué ces dernières années. Nous espérons qu'avec la venue des nouveaux magistrats jeunes à la Cour suprême, les dossiers pourraient évoluer au niveau de la haute juridiction. Et nous espérons également, parce qu'il y a des travaux de la Cour suprême qui étaient faits autrefois qu'on ne voit plus. Par exemple, le bulletin de la Cour suprême, et qui fixait la jurisprudence. Nous espérons que la venue de ces jeunes magistrats va contribuer à faire paraître cette publication et faire en ce que nous soyons fixés sur la jurisprudence, parce que la jurisprudence fait partie des normes qu'on doit appliquer en matière de procès. Parce qu'il y a la loi et il y a la jurisprudence. Et c'est la Cour suprême qui doit nous fixer sur la jurisprudence qui est à jour, c'est-à-dire la jurisprudence qui vaut pour le moment. C'est-à-dire, parce que c'est les hauts magistrats qui interprètent la loi et nous indiquent dans quel sens la loi est interprétée. Parce que la loi peut être interprétée de plusieurs façons et la loi est interprétée suivant les sensibilités. Et il revient à la Cour suprême de préciser le sens qui doit être suivi par tout le monde. Et lorsque ce n'est pas fait, nous avons beaucoup de difficultés. Nous rencontrons souvent sur le terrain des juridictions qui rendent des décisions contradictoires avec des autres juridictions. C'est-à-dire, dans le même ressort territorial des juridictions, par exemple le ressort territorial de la Cour d'appel du littoral, vous voyez le tribunal de première instance de Konsamba rendre une décision dans une affaire similaire à une autre rendue à Douala, deux décisions totalement contradictoires. Maître Moustapha Ngouana, quelle est la première impression que vous a laissée le dernier Conseil supérieur de la magistrature, notamment en termes des résolutions des décisions qui ont été prises? Je dirais mi-figue, mi-raisin, donc j'ai un sentiment relativement mitigé quant aux différentes décisions qui ont été prises par le Conseil supérieur de la magistrature.
Ce qui peut être satisfaisant, c'est par exemple le dynamisme dans la mobilité professionnelle, dans l'évolution des carrières. Donc il y a beaucoup de jeunes magistrats qui ont été intégrés dans le corps. Il y a également des magistrats qui sont passés en grade, donc ce qui leur donne la possibilité dans l'avenir d'être responsabilisés, de pouvoir diriger les juridictions et peut-être du fait de leur jeunesse et qu'on soit impulser une nouvelle dynamique dans le rendu de la justice. Ça c'est ce qu'on pourrait relever. C'est entre autres choses qu'on pourrait relever de positif. Il y a également, si on a dit, le fait d'avoir pu renouveler le personnel dans diverses juridictions et renouveler également la tête de certaines juridictions, ce qui peut laisser naître un relatif espoir quant à la qualité des décisions qui pourraient être rendues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des juridictions et des magistrats qui sont décriés. Donc lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui sont nommées, il y a quand même une once d'espoir qui illumine le regard de tous les acteurs de la machine judiciaire. C'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger. Mais seulement, ce tableau reluisant que je viens de dresser me laisse tout de même un goût d'inachevé, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de kakistocratie qui est en train de s'installer dans le milieu judiciaire. Une espèce de kakistocratie, donc une espèce de promotion de la médiocrité. Il faut que je le dise, parce que nous avons le sentiment, et je ne suis pas le seul, il y a des acteurs de la machine judiciaire qui sont portés en responsabilité d'année en année et qui occupent parfois des juridictions stratégiques qui malheureusement dans la pratique démontrent leur incapacité à pouvoir rendre véritablement la justice pour laquelle ils ont été promus. Parce que, voyez-vous, les chefs de juridiction doivent être ceux-là qui impulsent la dynamique, qui fixent le cap, qui impulsent la qualité de la justice rendue au sein de leur juridiction. J'ai le sentiment, avec ces nominations, qu'il y en a dont la médiocrité était avérée, qui ont même parfois des difficultés sur des questions épiphénoménales, qui ont soit été promus, soit maintenus à des fonctions qui, de mon point de vue, n'étaient pas les leurs. Puisque l'avocat a parlé avec modération, je ne nommerai pas les uns les autres, mais je crois que le tableau est suffisamment sombre pour que les acteurs de la machine judiciaire sachent de quoi il en retourne. Je veux dire que lorsque vous avez toutes ces personnes, lorsque vous avez également un regard, une vue prospective, un regard panoramique sur notre justice, vous vous rendez compte de ce que les acteurs notre justice est décriée. La qualité de notre justice est décriée, mais les acteurs qui sont là sont les mêmes. Il y a juste un jeu de chaises musicales qui est fait, on prend un magistrat du Nord, on l'envoie au littoral et ainsi de suite. Mais seulement, quelles sont les garanties qui sont mises sur pied pour que la justice soit rendue de manière satisfaisante, pour que les justiciables aient confiance en la justice? Parce que lorsque vous avez des conversations privées avec même des magistrats, ce qu'il en ressort n'est généralement pas de nature à vous rasséréner. Mon confrère tout à l'heure a évoqué le cas du bulletin des arrêts de la Cour suprême. Lui et moi, on était sur un plateau ce week-end, on évoquait également la même question. Parce que voyez-vous, on est un problème au Cameroun, c'est l'incapacité des acteurs de la famille judiciaire à pouvoir fixer le cap, à pouvoir vous donner la position exacte du droit camerounais sur des questions essentielles. Je prends par exemple un exemple, et récemment, j'ai été acteur du contentieux des élections. Sur la question de la transhumance politique, le tribunal administratif de Douala, le même jour, a rendu deux décisions contradictoires. Dans le sud, relativement à la circonscription, je crois, en tout cas dans le sud, nous avons un dossier également où une décision contraire aux deux premières a été rendue. Vous comprenez? Donc vous avez donc de la peine à pouvoir avoir une visibilité sur la qualité de notre justice qui puisse rasséréner les acteurs et même les opérateurs économiques. Il y a ce que nous appelons en droit le certificat de coutume. Ça veut dire que c'est la position que le juriste, par exemple, camerounais donne, ou bien le juriste d'un pays donne relativement à l'application du droit dans son pays à un tiers extérieur. Donc vous voyez, un avocat français vous demande quelle est la position du droit camerounais sur une question bien précise. Vous êtes en incapacité de pouvoir, avec
une assurance avérée lui dire que voilà la position de notre Cour suprême. Parce que sur la même question, on a malheureusement parfois une kyrielle de décisions qui sont rendues et qui sont les unes aussi contradictoires que les autres. Donc, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature se tienne. Il faut qu'il se tienne également de manière régulière. Mais seulement, la mobilité des acteurs et consorts n'est pas ce qui pose le plus problème. Ce qui pose le plus problème, c'est la qualité des décisions qui sont rendues, parce qu'il faut absolument que les justiciables, parce que comme il y a une maxime de l'equity, justement un pays bilingue qui dit justice must not only be done, it must be seen to be done. On ne doit pas seulement rendre justice, mais on doit avoir le sentiment que la justice a été rendue. Mais malheureusement, on a très souvent l'impression, en ce qui concerne notre pays, que les juges manquent très souvent dans les procédures d'une certaine importance, la possibilité de fixer le cap, de faire honneur à notre justice. Je reviens à vous tout à l'heure, Maître Moustapha Ngouana, parce que vous avez mis le pied dans le plat. Vous avez indiqué effectivement qu'il y a un certain nombre d'incongruités qui sont observées et qui devraient interpeller non seulement les magistrats, mais le Conseil supérieur de la magistrature qui a vocation à apprécier le travail des magistrats et effectivement à rendre des sanctions. Pourtant, on se rend compte qu'au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature, aucune sanction formelle ou disciplinaire n'a été prise contre aucun magistrat. On reviendra là-dessus pour comprendre pourquoi, malgré effectivement toute cette violence-là. Oui, vous allez répondre. Je vais d'abord faire introduire Maître Russell Chemou. Bonsoir. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes confrères ici présents. Et je ne manquerai pas, je profiterai de l'occasion pour féliciter tous les magistrats promus, affectés, et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas eu de promotion. Alors, Maître Chemou, je voudrais avoir votre lecture de façon globale sur ce Conseil supérieur de la magistrature. Beaucoup ont salué ce vaste mouvement qu'on a opéré. Est-ce que vous estimez que c'est un élément important dans le domaine de la magistrature, dans ce corps de la magistrature? Oui. C'était nécessaire, ce vaste mouvement? Oui, bien évidemment. Le Conseil supérieur de la magistrature sait bien que ces sessions sont des moments très privilégiés dans la vie judiciaire de notre pays. Bien évidemment, c'est un élément institutionnel. Et ça fait partie aussi d'un élément très important dans la vie des magistrats. Puisqu'il faut bien que, comme toute institution, se développer, pouvoir vivre. Et le magistrat, au quotidien, attend une sanction, qu'elle soit positive ou négative dans son travail. Donc, il faut dire que la tenue de cette section était déjà attendue, vu la durée. On va dire, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, 7 juin 2017. Nous sommes au 10 août, c'était hier. Et on a eu l'intégration. Vous avez vu un peu le caractère fastidieux de la lecture des décrets, puisqu'on avait des intégrations au fur et à mesure des années de certaines promotions. Et sur 3 promotions. 3 promotions. On a eu des avancements en grade, en échelon et bien évidemment sur le plan hiérarchique. On a aussi sur le plan indiciaire. Vous voyez la difficulté qu'on avait puisqu'on avait entassé des sessions antérieures qui n'ont pas été tenues. Et j'ai suivi avec une attention particulière l'émission d'hier soir. Quelqu'un, je crois un confrère, qui évoquait le fait que la tenue de ces sessions relève de la grande magnanimité, je vais mettre entre guillemets, du chef de l'État. Et comme répondait bien évidemment notre confrère, il faut, quand on lit, on fait l'exégèse des textes, on se rend compte que la tenue de ces sessions doit être annuelle, notamment les dispositions de l'article 18 de la loi de 82. Maintenant, la session d'hier, les conclusions, on a une effervescence, bien évidemment. Vous avez la teneur des décisions, des décrets. On a un peu une inquiétude. Vous savez, en arrivant tout à l'heure, j'ai suivi mon confrère, le très respectable trésorier, relever un point sur la bienséance des magistrats, qu'il fallait que les magistrats évitent d'être sanctionnés pour ne pas être rétrogradés. Mais il faut observer, et même quand on lit la loi de 82, on n'a pas une balise. On ne peut pas dire quels sont les critères objectifs sur la base desquels certains magistrats sont avancés, d'autres ne le sont pas. Moi, je peux vous dire, et bien évidemment, le confrère aîné, Ngouana le disait tout à l'heure, certains avancent, d'autres ne le sont pas. Mais ils ne font pas l'objet d'une sanction négative. Il faut le dire.
ils n'ont pas été sanctionnés. On ne va pas dévoiler certains cas. Ici, il y a des personnes qui entrent d'une même promotion, ils voient son promotionnaire avancer en grade, et lui, il est là, il clopine. Donc, il faut des critères objectifs pour éviter la frustration. Vous savez, le chef de l'État a relevé 3 éléments, et c'est pour moi l'un des points importants dans son discours, le discours préliminaire, lorsqu'il évoque la finesse, l'objectivité et la mesure. Oui, ce sont des questions qui s'imposent au Conseil. Vous avez vu la précipitation avec laquelle ce Conseil s'est tenu. Est-ce qu'il y a eu finesse? Est-ce qu'il y a eu objectivité? Est-ce qu'il y a eu mesure? Les magistrats sont les seuls maîtres. Eux-mêmes, ils peuvent juger. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'exprimer, j'ai l'impression. À moins que certains d'entre eux me prouvent le contraire. Maître Joseph Claude Biliga, il y a une question qui a été soulignée tout à l'heure par Maître Moustapha Ngouana, et ça apparaît bien évidemment dans les observations qu'on fait en regardant les résolutions, si vous voulez, les décisions prises au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature. On a écouté le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, qui a indiqué aux confrères journalistes qu'un conseil de discipline n'avait été mis sur pied, mais qu'aucun dossier n'a été instruit. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre qu'après 3 ans, un conseil supérieur de la magistrature se tient, il n'y a pas de décision, de sanction qui soit prise contre un avocat? Est-ce que cela veut dire que, contre les magistrats, est-ce que cela veut dire que les magistrats sont donc blancs comme neige? Avant de vous répondre, je voudrais revenir légèrement en arrière pour dire que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un bulletin de décision qui sert de boussole pour une sorte de jurisprudence sur laquelle nous devons nous asseoir pour participer au rendu de la justice. Et je dis, en ajoutant à ce que vient de dire mon confrère Noubessé, nous les avocats, nous participons également. Nous participons même beaucoup à cette évolution de la justice. C'est-à-dire qu'en réalité, il arrive très souvent que les magistrats soient en difficulté lorsqu'ils n'ont pas des avocats en face. C'est-à-dire que nous faisons leur travail, si on parlait de mastication, je parlerais de mâchons le droit, à travers nos positions contradictoires, à dire que oui, le juge donc a le temps, en se basant sur les différentes dispositions légales, jurisprudentielles ou doctrinales que nous leur donnons, on leur permet de se faire une opinion lorsqu'ils veulent rendre le droit. Lorsqu'ils veulent dire le droit et rendre la justice. J'insiste dessus, parce que parfois, on arrive très souvent qu'on sait bien où le juge sait bien où est le droit, mais pour une raison ou pour une autre, il ne rend pas justice. Mais je disais qu'il faut quand même nuancer un peu cette position, c'est-à-dire cette absence de jurisprudence, et je comprends bien mon confrère, parce que quand nous on commençait, on avait toujours ça, même quand on était à l'université. Il y avait, malheureusement à l'époque, c'est beaucoup plus des expatriés qui coordonnaient cette publication, et il faut qu'aujourd'hui, nos responsables, nos magistrats, suivent ce même chemin-là. Il y a quand même certains qui l'ont fait. Là, celui qui vient d'être le président, qui était le président du tribunal criminel spécial, M. Ndjéré, il a sorti un livre dernièrement qui est un récapitulatif des décisions rendues par le tribunal criminel spécial. Ça fait moins de mois qu'il a sorti. Il y a également des confrères, pas seulement des confrères, il y a d'autres magistrats qui participent à la vie de la justice à travers des publications. Et Yves Dieu, que nous connaissons très bien, qui publie, et très souvent il fait référence aux avocats, il fait appel aux avocats, pour qu'on leur donne les décisions que nous avons obtenues, sur la base desquelles ils font des publications. Je peux citer également, sans être objectif, Mbunja Johannes, qui était magistrat à l'époque à IDEA. Il y a des confrères Maître Boubou, Maître Koloko, qui est avocat à Ibolova, à Konsamba. Il y a Maître Kengoum qui écrivait également. Il y a Maître de Batulet Tungan. Et j'ai voulu un ami à moi qui est anglophone du Nord-Ouest, ancien membre du Conseil de l'Ordre. Le nom va revenir tout à l'heure. Donc, pardon? Maître Fé. Non, pas Maître Fé. Les noms, je veux dire qu'on participe quand même à cette évolution-là. Mais l'idéal, c'est qu'on doit aller plus loin. Il faut qu'il y ait d'une manière constante des publications. Et cela, ça peut être fait, puisqu'il y a des magistrats qui sont compétents. Je voudrais donner le don de Yves Dieu ou d'autres qui aiment ce genre de travail. Mais maintenant, c'est la question que souligne Maître Moustapha Ngouana, qui parle par exemple, je veux dire qu'il y a des magistrats qui ne font pas correctement leur travail. Il faut être très prudent. Oui. Ce n'est pas nous qui notons le magistrat, nous avons une appréciation du magistrat.
Mais les magistrats, du travail de magistrat, c'est notre droit de penser que c'est un magistrat, en partant des faits dont nous sommes parfois... Alors, dans le cas d'espèce, où on sort d'un conseil supérieur de la magistrature, aucune sanction n'a été prise contre le magistrat, comment est-ce qu'il comprend ça? Je suis en train de vous répondre. Donc, je disais donc qu'au niveau de notation de magistrats, c'est leur supérieur hiérarchique qui note. Ce n'est pas nous. C'est leur supérieur hiérarchique. Il faut pas oublier non plus oublier qu'il y a certains avantages, qu'on appelle les émoluments, qui tiennent compte des décisions qu'on a rendues, qu'on a rédigées, etc. Donc, c'est des choses internes. Ce n'est pas nous qui notons. Nous pouvons avoir une opinion favorable ou défavorable sur un magistrat. Parfois, ce sont des opinions contradictoires sur un magistrat. Maintenant, au niveau des sanctions, tout à l'heure, à l'entame de mon intervention, je vous disais que moi, je suis content qu'il n'y ait pas de sanctions. Ça veut dire en réalité que peut-être que les magistrats se sont bien comportés, mais ça peut également dire que les Camerounais n'étaient pas au courant, ne savent pas qu'on peut déposer plainte contre ces magistrats. Ça peut également dire que peut-être que les plaintes ont été déposées et que ça n'a pas suivi le cheminement normal. C'est autant d'hypothèses qu'on peut émettre. Pas forcément des procédures. Vous déposez une plainte contre un magistrat, parce qu'il y a les dispositions d'articles 49 et 50, 51 d'ailleurs jusqu'à 52 du statut de magistrature qui indiquent comment cela se passe. Je vous donne un exemple. On vous dit, l'article 50, le ministre de la Justice saisi d'une plainte ou informé d'un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat après vérification. Après vérification et application de l'article 40, paragraphe 3 du présent statut, transmet le dossier au président de la République s'il s'agit d'un magistrat du siège ou fait application de l'article 49, paragraphe 2, ou met en mouvement l'action disciplinaire s'agissant de commission, et en s'agissant une commission permanente, la commission permanente de discipline, s'il s'agit d'un magistrat du parquet. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, je reprends votre question en disant quoi? Oui. D'un, nous avons une actualité qui nous dit qu'il y a un magistrat du parquet, qu'il y a un magistrat qui a été censuré dernièrement, qui n'est pas passé par le conseil de discipline. Le nom m'échappe, mais il a été révoqué de cadre de la magistrature sans passer. C'est sûr en vertu de l'article 50. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre le conseil de discipline pour pouvoir savoir si la personne est pour qu'une sanction soit... Les raisons que vous avez évoquées peuvent justifier qu'effectivement qu'il n'y ait pas eu de sanction contre les magistrats au cours de ce conseil. C'est ça. Il peut même arriver que peut-être que les enquêtes sont en cours de l'instruction s'agissant d'autres magistrats, oui, mais qui n'ont pas abouti au moment où le conseil siégeait. Et rien n'empêche que peut-être dans les jours qui viennent, qu'on soit au courant du fait qu'on nous annonce qu'on a suspendu un magistrat ou bien que tel autre je voudrais quand même rebondir sur les faits qui ont été révélés. Ce que je veux dire, il faut noter que le travail des individus ne doit pas remplacer le travail institutionnel. Je sais gré au confrère aîné, monsieur le trésorier, d'avoir évoqué les publications qui sont faites ci et là par les avocats et les magistrats. Mais il faut savoir que ce travail n'a pas un caractère institutionnel. Il faudrait que l'institution de justice elle-même produise des écrits qui vont nous permettre d'être fixés de manière définitive. Et il faut également dire que nous avons vocation à apprécier le travail des magistrats. Nous ne pouvons pas les noter, certes. Parce que, et il faut me le dire, que ça s'appelle la docimologie, la science de la notation. On n'a pas de boussole, comme a dit mon confrère tout à l'heure, pour pouvoir déterminer quels sont les critères qui permettent de noter et consommer. Mais seulement, la justice, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit avoir le sentiment qu'elle a été rendue. Lorsque la justice est très mal rendue, nous n'avons pas besoin d'être magistrat pour pouvoir savoir qu'un magistrat c'est... Oui, parce que justement, l'une des questions que les téléspectateurs doivent se poser quand ils regardent cette émission, c'est... Alors, il y a un conseil supérieur de magistrature, et puis, en quoi est-ce que ça nous intéresse, nous autres citoyens camerounais lambda? Parce que, quand vous voyez, nous sommes au départ, nous sommes membres de la famille judiciaire. Nous occupons peut-être des positions différentes, mais nous avons au départ la même formation. Nous avons la même formation, nous obtenons les mêmes diplômes. Maintenant, nous allons dans le cadre de la vie professionnelle, nous choisissons chacun son couloir. Mais seulement, il y a quelque chose que nous appelons la jurisprudence, qui a été évoquée tout à l'heure. La jurisprudence, c'est l'ensemble de décisions suffisamment concordantes, rendues sur une question de droit donné. Donc, pourquoi on parle de jurisprudence, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y ait répétition de la même position sur une question bien précise. Nous ne l'avons pas. Or, nous avons vocation à apprécier. Lorsque c'est mal fait, nous appliquons les mêmes règles de droit.
Nous appliquons les mêmes règles de droit et nous appuyons sur les dites règles de droit pour pouvoir avancer. Lorsque vous prenez même les lois qui organisent, quand vous voyez l'organisation judiciaire ou bien même le texte qui organise la Cour suprême jusqu'à l'article 35, on vous dit que les décisions qui sont rendues par les chambres réunies, les décisions rendues par les chambres réunies sont opposables aux juridictions inférieures, vous comprenez. Donc il faudrait qu'il y ait au moins une certaine coordination. Il faut qu'il y ait moins de la qualité pour qu'on puisse véritablement appeler cela jurisprudence, pour que ce soit opposable à nous tous qui sommes membres de la famille judiciaire. Et il y a également, on a également évoqué, il y a fait une digression sur la discipline. Je crois, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai des confrères qui m'ont laissé entendre que le ministre de la Justice s'est exprimé sur le fait qu'il n'y avait pas de temps pour pouvoir effectivement tenir le conseil de discipline. Vous voyez que les lenteurs judiciaires qu'on reproche également aux magistrats sont également des problèmes qu'on peut retrouver au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que si le conseil ne se tient pas de manière régulière, il n'est pas également très facile de pouvoir prendre des sanctions. Je prends toujours l'exemple de ce magistrat très célèbre dans le cadre de l'opération Épervier, qui était un juge d'instructeur qui faisait peur à tout le monde. Vous comprenez, il a été révoqué, mais pour des faits qui s'étaient déroulés près de 30 ans auparavant. Donc vous comprenez, il a eu le temps, si les faits sont avérés, c'est la vérité judiciaire, les faits en question pour lesquels il a été révoqué, déroulé 30 ans, mais pendant les 30 années qui s'en sont suivies, il a passé le temps à rendre la justice, donc à commettre également des gaffes, c'est-à-dire que contre les intérêts d'autres citoyens camerounais. Donc il faudrait également que le Conseil prenne ses responsabilités en main et qu'à l'occasion d'une session comme celle-ci, qu'on puisse avoir suffisamment de temps, surtout qu'on a fait 3 années sans la tenir, qu'on ménage suffisamment de temps pour que la discipline puisse revenir. Parce qu'il y a des magistrats qui commettent des gaffes, pas tous, qui commettent des gaffes, mais ils savent que entre le jour où le gaffe a été commis et la sanction, parfois une décennie et même 2 décennies peuvent s'écouler. Et ça fait problème. Et ça heurte également la sensibilité des justiciables qui nous regardent et qui aimeraient avoir foi en la justice de notre pays. Donc je voudrais faire cette digression-là pour revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors je vais revenir à Maître Fidèle Jovissi tout à l'heure sur les raisons qui peuvent justifier qu'il n'y ait pas eu de sanction. Maître Biliga a développé sur un certain nombre d'éléments avec l'appui ou l'élément, l'ajout fait par Maître Moustapha Ngona. Est-ce que ça vous convainc? Je veux dire, qu'il y ait au bout de 3 ans, qu'on n'ait pas de sanction, on a évoqué un problème de temps, on n'a pas peut-être le temps d'instruire le sien. Est-ce que ça vous convainc? Oui, avant de répondre, je voudrais embrayer sur ce que Maître Ngona a dit et aussi à la suite de Maître Biliga pour dire que il n'y a pas que les supérieurs hiérarchiques des magistrats pour les noter, pour les apprécier. C'est-à-dire qu'il y a l'opinion qui compte. Et parmi l'opinion figurent en premier rang les avocats. Parce que Maître Biliga a si bien dit tout à l'heure, il a dit que les avocats aident. C'est les avocats qui font des bons magistrats. C'est vrai. Parce que c'est à partir des matériaux que nous leur apportons qui rendent une décision de justice. Et lorsqu'ils sont sérieux, ils ne rendent que des bonnes décisions de justice. Et quand un magistrat a rendu une décision, un avocat peut apprécier la décision. Et dans notre milieu, nous disons, il n'y a que des magistrats pour apprécier des avocats. Et il n'y a que des avocats pour apprécier des magistrats. Donc, l'opinion, et c'est pour ça que le Conseil supérieur de la magistrature mérite réforme. Il faut intégrer dans ce conseil monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, puisque le bâtonnier de l'ordre qui porte la parole des avocats peut apprécier le travail des avocats, le travail des magistrats. Et ce serait une bonne chose. Mais donc quand j'ai répondu à ça, je voudrais indiquer que il est tout à fait anormal que 3 années après, sans avoir tenu un conseil, c'est-à-dire après 3 années de laxisme et d'inertie, on nous dit qu'il n'y a pas eu de conseil de discipline, qu'il n'y a pas eu de dossier instruit contre les magistrats. Je pense que c'est très curieux. C'est très curieux parce qu'il n'y a, de mémoire d'avocat, je n'ai pas connu un seul conseil supérieur de magistrature au cours duquel il n'y a pas eu de dossier de discipline instruit contre les magistrats. Et connaissant le comportement des magistrats à l'heure actuelle, dont le comportement est devenu plus inacceptable qu'avant, il devrait avoir des dossiers. Alors, je pense que lorsque le ministre de la Justice déclare qu'il n'y a pas eu de dossier instruit, il voudrait subtilement dire
qu'il n'y avait pas, là je suis d'accord avec Maître Mbouana, qu'il n'y a pas eu suffisamment du temps pour instruire le dossier. Et cela cache autre chose, ça cache l'incapacité physique du président de la République de tenir un conseil de discipline. Parce que le conseil de discipline, c'est une audience. C'est une audience comme d'habitude, un débat contradictoire qui peut durer 2 heures, 3 heures pour un dossier. Et je pense que lorsqu'on nous a annoncé la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, on a dit qu'il y avait des dossiers disciplinaires. On a annoncé une dizaine de dossiers disciplinaires. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de dossier disciplinaire instruit contre les magistrats? Ça veut dire que, comme nous avons toujours dit, qu'actuellement, à la tête du pays, il y a vacances. Il y a vacances parce que le président de la République n'a plus la capacité physique de travailler. Tu penses qu'il faut écouter... Nous sommes focus. Nous sommes là. Nous sommes là. Ne mettons pas la politique. Ne mettons pas la politique partout. Même lorsqu'on veut parler droit. Nous y sommes, Maître Liga, nous y sommes. Pourquoi il n'y a pas de conseil de discipline? Nous sommes des experts. Parlons en tant qu'experts. Nous parlons en tant qu'experts et nous parlons aussi pour qu'il y ait évolution. Il doit avoir évolution pour nos institutions. Et c'est pour ça que nous sommes des politiques aussi. Je pense que nous sommes sur ce plateau comme étant des experts et en même temps des politiques. Donc, nous disons que le président de la République n'était pas en capacité de tenir le conseil de discipline. Parce que c'est lui qui préside le conseil de discipline et il doit écouter les plaidoiries qui peuvent durer 2-3 heures pour un seul dossier. Donc je pense que c'est pour ces raisons qu'il n'y a pas eu de conseil. Alors ça, c'est l'homme politique qui a parlé maintenant. Je donne la parole à Maître Ristel de Chemou. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier qu'il n'y ait pas de sanction? Les magistrats sont-ils subitement devenus très bons? Des anges. Des saints? Déjà, vous savez, j'ai suivi avec une attention particulière le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux. Et vous savez, il ne s'exprime pas beaucoup. Et c'est quelqu'un, quand il utilise une phrase, je crois qu'il a mesuré ses mots, il a dit « Il n'y a pas eu de dossier instruit. » Oui. Donc, instruit, si j'ai dit instruit... Ça veut dire pas à instruit. Non, il n'y a pas eu de dossier instruit. Et moi, je crois, sur vos ondes radiophoniques, je l'ai relevé dès Potron-Minet hier, je relevais une incongruité en fait. Le chef de l'État rencontrait les nouveaux membres désignés hier. Et l'article 6 de la loi de 82 fait obligation qu'avant que ces nouveaux membres, des personnalités non magistrats, ne posent quelques actes de leur fonction, il faut d'abord qu'ils prêtent serment. Il faut que ces personnes... C'était quand... C'était hier. Mais devant le conseil. Devant le conseil. Donc ça veut dire, c'est après le serment qu'ils devaient potasser les dossiers disciplinaires. Et il n'y avait pas de temps. Je crois qu'on nous a parlé 2 heures, 4 heures de temps hier. Vous avez vu la flopée, le nombre de maïssa qu'on a, les promotions hautes, il fallait faire 104 heures. On n'est pas quand même dupe. Je crois que c'est un travail qui s'est fait avant. Et ils n'ont pas eu le temps d'instruire les dossiers disciplinaires. Et c'est justifié. L'article 6, les conditions de l'article 6 de la loi de 82 qui régit l'organisation de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, ces conditions n'étaient pas réunies. Et c'est à juste titre. C'est normal, nous avons les maïssa en face. Et les maïssa maîtrisent la loi, doivent vers l'application de la loi. On ne saurait procéder à une incata de la sorte en ne respectant pas la loi et en leur imposant une procédure qui ne respecte pas les conditions de forme. Donc, je pense que... Maître Chebo, la prestation des membres du Conseil supérieur de la magistrature devant le Conseil prend combien de temps? Non, la question, je dis tout simplement que les dossiers, je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas que c'est justifié. Et les raisons sont... Je vois qu'il parle de difficultés de pratique. J'ai dit que les raisons substantielles sont dans ce que mon confrère Ngouana a évoqué. Les lenteurs, les mêmes couacs qu'on reproche à la magistrature sont retrouvés dans le Conseil de la magistrature. Et quels sont ces couacs? C'est le respect de l'article 6, la possession des serments. Parce que le député, je prends les 3 députés titulaires et suppléants, honorable Ali et Madame Sopo, pour toucher un dossier disciplinaire, pour potasser un dossier disciplinaire, pour instruire un dossier disciplinaire, il fallait d'abord qu'ils prêtent serment. Ou à défaut, tous les dossiers disciplinaires qui auraient dû être instruits devaient être examinés exclusivement par les maïssa qui ne sont pas assujettis à l'obligation de prestation de serment. Et dans ce cas, on se ferait face
à ce qu'on appelle le corporatisme, une sorte de conflit de loyauté, puisque si c'est seulement les magistrats qui allaient examiner les dossiers disciplinaires sans le regard extérieur, soit de la personnalité désignée par le chef de l'État ou des personnalités désignées par l'Assemblée nationale, on aura une question, on aura un déséquilibre, un manque d'équité dans l'examen des dossiers. Je pense que c'est ce qui pourrait justifier la non-instruction des dossiers disciplinaires. Ceci laisse croire qu'actuellement, il y a des dossiers disciplinaires dont on peut conclure que les magistrats ne sont pas totalement des anges. Alors, on va faire un dernier tour rapidement, en 30 secondes, chacun sur une question assez précise. C'est la question évoquée tout à l'heure par Maître Moustapha Ngwana. En 30 secondes, chacun rapidement. Maître, quel peut être l'impact d'un mouvement comme celui qu'on vient d'observer sur la vie politique de notre pays? Est-ce que vous y voyez un lien? Bon, vous savez, voir un lien entre ce qui vient de se passer et la vie politique de notre pays. En termes de l'amélioration. En tant qu'avocat intéressé particulièrement au débat public, au débat politique, je dois dire qu'on constate une très grande présence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la machine judiciaire. Donc, et cela n'est pas de nature, comme on le dit, comme je le disais tout à l'heure, à séréner les différents acteurs. Parce qu'il faut les acteurs aussi bien les acteurs économiques, judiciaires, que politiques et consorts. Parce que voyez-vous, ces magistrats qui sont mobilisés de part et d'autre au sein de la République sont également ceux qui vont connaître des contentieux qui intéressent parfois les partis politiques, qui intéressent même les hommes politiques. Donc, on a le sentiment qu'il y a une très grande présence. Je ne veux pas dire, comme quelqu'un a essayé de me faire dire aujourd'hui, que le président était détenteur en même temps du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Mais on doit regretter que la respiration de la machine judiciaire soit tributaire du bon vouloir du président de la République. Et ça, c'est un problème qui peut rendre frileux. Il est présent, il est, comme vous le dites, président d'une formation politique, et également président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République et président de beaucoup d'autres choses. Donc, vous avez le sentiment que ces opposants et les membres de la famille politique de manière générale, quand ils vont à une compétition, à une bataille avec lui, qui est un homme... Ils vont à armes inégales. C'est une véritable hydre. On va dans quelques minutes, donc ce sera le journal de 20h sur Equinox Télévision. Retrouvons Cédric Noufélé pour les grandes articulations de cette édition. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux invités. Ce soir, nous mènerons une enquête sur des entreprises publiques chargées de la transformation industrielle qui sont tombées en ruine depuis de nombreuses années. Au moment où des producteurs de tomates se plaignent d'avoir des difficultés de conserver leurs produits agricoles du fait de la fermeture des frontières, Equinox a mené une enquête sur la société des conserveries qui existait dans le département du Noun. Elle est complètement en ruine suite à une gestion catastrophique. Enquête à suivre au cœur du journal de 20h. Nous parlerons également ce soir des curiosités autour des dernières nominations au sein de la magistrature. Près de 192 auditeurs de justice qui font leur entrée dans ce corps. 70 autres sont les premiers auditeurs de justice d'expression anglaise. Et les femmes ont pris le pouvoir au tribunal criminel spécial. Qui sont-elles? Quelles seront leurs missions, leurs prérogatives? Nous en parlerons dans quelques instants. Et dans le journal de 20h, nous ferons le point sur l'opération Survie Cameroun. Cette opération a finalement atteint le cap de plus d'1 million d'euros qui a été mobilisé à travers l'élan de solidarité des Camerounais. Comment se déploie-t-elle à travers le triangle national? Élément de réponse à suivre dans quelques instants. Duval. Merci Cédric. Retrouvons-nous dans quelques minutes pour le journal de 20h. Le temps de faire un dernier tour sur ce plateau avant la réclame qui va précéder l'édition de 20h. Maître Russell Chemou, l'impact que peut avoir un pareil mouvement sur la vie politique, vous y voyez un lien? Sur la vie politique? Sur la vie politique, oui. La vie politique. Écoutez, déjà, les acteurs ne sont pas des politiciens. Les acteurs c'est des personnalités du domaine judiciaire.
c'est des personnes qui concourent à l'application de la loi dans notre pays. Moi, je dirais un impact sur le plan personnel déjà pour les individus qui ont été, pour les personnes, les magistrats qui ont été promus, qui ont été nommés. Comme disait quelqu'un aujourd'hui, la nomination, c'est la responsabilité, c'est une sorte de mise à l'épreuve. On va examiner, on va apprendre on doit découvrir ce qu'on n'est pas capable de faire pour améliorer. Et moi, je veux croire que ces nominations, ces mouvements dans la magistrature auront un impact vraiment social, j'insiste, parce que il y a eu un message. Et sûrement, le confrère Ngouana va sûrement donner raison, puisque un message ou une adresse du chef de l'État encore hier à l'endroit des magistrats qui les invite à rendre la justice crédible. Et lorsque le chef d'État demande aux magistrats de rendre la justice crédible, on se pose la question. Madame, messieurs, nous allons marquer une pause pour écouter le journal de 20h présenté par Cédric Noufélé. Et juste derrière, nous reviendrons donc sur ce plateau pour le débrief du journal. Equinox ce soir de ce mardi 11 août 2020, Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Fidèle Djoubissi, Maître Moustapha Ngouana et bien sûr Maître Russell Chemou. Sur le plateau d'Equinox ce soir, pour cette deuxième partie, nous avons donc Maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, homme politique militant du RDPC, Maître Fidèle Djoubissi, avocat et militant politique, militant du MRC, bien sûr Maître Moustapha Ngouana, avocat et militant du Social Democratic Front, sans oublier Maître Russell Chemou, qui est donc avocat au barreau du Cameroun. Maître, vous prenez la parole. On évoquait tout à l'heure Maître Fidèle Djoubissi. Non, je crois que c'est Maître Chemou qui avait la parole. D'accord, donc on donne la parole à Maître Joseph-Claude Biliga sur l'impact que peut avoir un tel mouvement sur la vie politique. On sait qu'il y a quelques semaines, avec les élections législatives et municipales, on a vu effectivement que ces juridictions, en tout cas, le juge électoral était en mouvement. Il y a 2 ans, à l'occasion de l'élection présidentielle, on a également observé ce vaste show au niveau du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'un mouvement comme celui qui a été opéré hier au terme du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'amélioration de la vie politique dans notre pays? Qu'est-ce que les hommes politiques sont en droit d'attendre d'un pareil mouvement? Ça devrait avoir un impact, parce que vous savez, pendant longtemps, on disait que la justice n'est pas rendue, parce que les magistrats sont en stand-by. Ils attendent, chacun se dit qu'il sera sanctionné ou sera promu, et du coup, ils avaient peur de pouvoir s'engager véritablement dans le rendu de la justice. Or, un pays où il n'y a pas de justice, même l'économie ne fonctionne pas, même au niveau de la politique, ça pose problème. Donc moi, je pense que ça va avoir un impact positif, ou en tout cas, je le souhaite, qu'il y ait un impact positif, parce que maintenant, tout le monde se remet au travail, les magistrats se remettent au travail. Ceux qui ont été promus, naturellement, ils sont galvanisés. Ceux qui ne le sont pas doivent pouvoir, après le passage, le temps comment je peux pas parler du regret, ou bien de faire de la colère, parce que c'est légitime que si vous croyez que vous pouviez être promu et que vous ne l'êtes pas, il y a parfois un découragement. Ce temps, mais il doit vite passer pour qu'on mette l'intérêt général au-dessus de tout, de l'intérêt personnel. Je voudrais, quand même, avec votre permission, rentrer sur 2 ou 3 petites choses sur lesquelles on a eu que des confrères ont eu à évoquer ici. La première chose, je voudrais dire qu'à Maître Russell, que l'article 6, ceux qui sont nommés prêtent serment devant le président lors de leur installation. Donc c'est le jour-là qu'ils doivent prêter serment. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... Mais maître, est-ce qu'ils peuvent commencer à travailler tant qu'ils n'ont pas prêté serment? Oui, mais ils commencent par là. Ils commencent par la prestation de serment, ce jour-là. La deuxième chose que je voudrais... commencer immédiatement. La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que les décisions sont préparées à l'avance.
Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que les 300 ou les 500 ou les 1000 décisions, je veux dire, non, les noms qu'on a pu lire, ça a été préparé bien avant. Pour cette raison qu'il y a un secrétariat général. On a nommé dernièrement un secrétaire, M. Minko, dont le rôle était de préparer tous ces dossiers-là. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, et contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, le problème du temps ne pouvait pas se poser pour traiter des dossiers de sanctions si jamais il y avait des contentieux. Parce que les sanctions eux-mêmes, les dossiers sont préparés. Les gens pensent, il y a des rapporteurs qui préparent les dossiers sont préparés avant, les rapporteurs donnent leur dossier et on n'a pas forcément besoin d'avoir, je veux dire même que l'instruction du dossier passe avant. Donc ceux qui sont là, et on leur explique, ils écoutent le président qui a été briefé avant la réunion, qui est en position des dossiers, peut donc diriger. Moi, je pense que... Autrement dit, vous ne pensez pas, vous êtes de ceux qui estiment qu'on ne peut pas forcément voir l'empreinte du nouveau SG, puisqu'il vient... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je taquine un peu mon confrère. Maître estime qu'il y avait 0 dossier disciplinaire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, contrairement à ce que mon confrère du MRC disait, c'est pas parce que le président était dans l'incapacité de pouvoir entendre les magistrats mis en cause que l'instance disciplinaire n'a pas siégé. Mais c'est parce que, pour une raison ou pour une autre, il n'y avait pas de dossier. Parce que ces dossiers devaient être instruits avant, il devait avoir des rapporteurs. Il n'y avait pas de dossier ou bien les dossiers n'ont pas été instruits? Les dossiers n'ont pas été mis devant le président de la République. Parce que c'est la nuance que soulevait tout à l'heure, Maître Hussein. Aucun de nous sur ce plateau ne peut dire avec certitude qu'il y avait un dossier. La seule chose, c'est que pour qu'on sache qu'il y a un dossier, ça devait être devant le juge, devant l'instance disciplinaire présidée par le président de la République. Dès lors qu'il n'y a pas eu ce dossier, on peut spéculer en disant peut-être qu'il y en avait, peut-être que ça n'a pas été instruit en amont, mais on ne peut pas le dire en disant que ça n'a pas eu lieu parce que... Je voudrais terminer en disant une chose. Tout à l'heure, je disais, pendant que le journal passait, qu'un député du parti de mon voisin de droite s'est offusqué du fait qu'il y avait une faute, d'après lui, dans le sens qu'il y a le président Yap Abdou, qu'on retrouve en 2 sur 2 noms. Or, c'est que quelqu'un lui a répondu en disant qu'il y a 2 Yap Abdou dans la justice. Il y a un qui est au 4e grade et l'autre qui est hors hiérarchie. Et même si il y avait une faute, admettons qu'il y a même une erreur, si on fait une publication de 3 000 ou 4 000 noms et qu'il y ait une seule erreur, on doit éviter vraiment de créer une polémique inutile sur ce genre de choses. En tout cas, il semble que pour l'instant, c'est un problème qui ne se pose pas. Maître Moustapha. Ah oui, c'est lui qui développait. Sur l'impact du conseil. Alors, Maître Fidèle Dubissi, vous en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous attendez en termes d'amélioration de la qualité de la vie politique, du meilleur déploiement des acteurs politiques après un mouvement comme celui du Conseil de la magistrature? Il faut relever que la justice est une institution qui est au cœur de la vie politique. Parce que lorsqu'on parle du politique, et je parle du politique, non de la politique, du politique, c'est-à-dire c'est tout travail que nous faisons pour rendre la coexistence, le vivre ensemble possible. Et dans ce travail, il y a le règlement des différends qui opposent les citoyens. Donc la justice est au cœur de la vie socio-politique. Et lorsque la justice ne fonctionne pas, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, automatiquement, il doit y avoir des problèmes sociaux. La plupart des problèmes sociaux que nous connaissons aujourd'hui, l'exemple de la crise du Nozo, c'est le mauvais fonctionnement de la justice. Vous voyez que nos compatriotes de la zone anglophone avaient formulé la critique à l'égard du fonctionnement de la justice. Je note bien que Maître Biga a relevé tout à l'heure qu'on a essayé de corriger en nommant beaucoup de magistrats formés à la common law, parce que les magistrats qui étaient dans cette zone étaient des magistrats formés à civil law, c'est-à-dire au droit civil. Ils n'avaient pas la formation de la common law. Et là, ils rendaient des mauvaises décisions et c'est ça qui a créé des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest
l'une des causes des problèmes que nous connaissons dans cette zone. Et il faut peut-être aussi espérer, Maître Djoubissi, qu'avec les mouvements qui ont été opérés, notamment dans la région du centre, un certain nombre de dossiers qui piétinaient en raison justement des problèmes de langue dans certaines juridictions, il faut espérer que cela va être réglé aussi. Oui, nous l'espérons tous. Mais il faut... Parce qu'on se souvient qu'il y a eu quelques soucis à un moment donné avec le procès Ayoub Tabé ou encore... oui, mais à ce niveau, c'est beaucoup plus la traduction qui est importante. Parce que comme c'est une juridiction au sein de laquelle siègent beaucoup de magistrats d'expression française, il faudrait organiser qu'il y ait des traducteurs, c'est-à-dire auprès de ce tribunal militaire, qu'il y ait des traducteurs pour ceux qui ne comprennent que la langue anglaise, pour leur traduire ce que... C'est prévu par la loi. Oui, c'est ce que le tribunal leur pose comme question, et que les traducteurs puissent porter à la connaissance de ceux qui jugent les moyens de défense, c'est-à-dire les expressions données par ces accusés. Donc, ça peut être corrigé par l'institution, c'est-à-dire par les traducteurs qualifiés. Mais en poursuivant s'agissant de l'impact politique, je disais que lorsque la justice fonctionne bien, la société peut bien fonctionner. C'est pour ça que quand il y a un tel mouvement, nous aspirons à ce qu'il y ait des bons magistrats à des postes de décision, c'est-à-dire à des postes de responsabilité. Comme Maître Ngwana l'a si bien dit tout à l'heure, que c'est le chef de juridiction qui donne l'impulsion. C'est-à-dire quand on nomme des bons magistrats à la tête de la juridiction, ça donne l'espoir. Par exemple, à la chambre administrative, nous avons, comme M. Ndoumbe qui a été nommé président de la chambre administrative, c'est un magistrat que nous connaissons, Mme Baouni, qui est au tribunal criminel spécial. Tous les avocats de Douala la connaissent bien parce qu'elle a officié ici à Douala. Et lorsqu'on la nomme à ce poste, ça nous donne un peu d'espoir qu'il pourra avoir un peu de justice. Mais au-delà de cela, il faut dire que lorsqu'il y a mobilité sur le plan professionnel, c'est-à-dire des magistrats qui aspirent à monter en grade ou qui aspirent à avoir des postes de responsabilité, et il y a, sur le plan politique, il y a la participation des gens. Tout le monde veut se sentir intégré, veut se sentir représenté. Et lorsque nous observons ce mouvement, nous sommes un peu satisfaits de ce qu'on a pris en compte les femmes, le genre, et qu'on met un peu en avant maintenant les femmes, et c'est une bonne chose. Donc là, les femmes vont se sentir un peu représentées et c'est bien. Mais également sur un autre plan, s'agissant toujours de la représentation ou bien de l'intégration, nous avons observé dans ce mouvement que le président du Conseil supérieur de la magistrature et le vice-président se sont taillés la part du lion pour ce qui est des ressortissants de leur ère culturelle. Lorsqu'on regarde les postes les plus importants, on voit que c'est des magistrats ressortissants de l'ère culturelle de ces deux personnalités, c'est-à-dire le président et le vice-président qui ont eu la meilleure part, si on peut le dire ainsi. Alors, sauf si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, sinon on avance sur le deuxième sujet. Je voulais juste dire une chose, évitons ce genre de débat sur nos plateaux. Nous sommes un État très fragile. Nous ne pouvons pas en même temps dire que nous devons lutter contre la notion d'équilibre régional et faire venir devant la scène le fait qu'il y a des privilégiés, certains qui occupent tous les postes. Soyons conséquents. Si nous sommes pour l'équilibre régional, dans ce cas, on va dire, nous sommes encore sur l'équilibre régional. S'il vous plaît, sur les 10... On n'a pas modifié le principe de l'équilibre régional. Jusqu'à ce qu'on modifie, il faut le respecter. Vous me laissez parler. On va donc dire jusqu'à ce qu'on modifie le principe de l'équilibre régional, il faut le respecter. Ne vous plaignez donc pas lorsque ceux qui seront pour l'équilibre régional font des choses en disant par exemple que dans un concours, on va prendre 2 ou 3 dans votre région à laquelle vous appartenez, même s'ils sont les meilleurs, même s'ils sont plus nombreux. Il ne faut pas trop vous plaindre. Donc je dis, évitons ce genre de débat. Laissons les choses se faire telles qu'elles se font. Il y a, moi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas fait cette lecture. Celle que moi j'ai faite,
c'est que je me suis rendu compte que, contrairement à ce qui se passait avant, dans les cours d'appel, par exemple, du Nord, vous trouverez les gars du Sud qui y sont, les gars de toutes les régions du Cameroun. Moi, c'est ce que j'ai fait. On avait notre frère Manding qui était à Douala, qu'on a envoyé, je crois, au Nord. Vous allez retrouver plein d'autres personnes qui sont... Il y a eu un mouvement. La seule chose que j'ai toujours eu à regretter, je l'ai dit plusieurs fois, enfin, je parle en tant qu'individu, pas en tant que représentant de mon parti, c'est que lors du grand dialogue national, on a acté cette scission, ou bien cette cloison, qui commence à être étanche entre le système anglo-saxon et le système de droit civil. Nous l'acheminions à un moment donné vers une sorte de transactions. Des transactions, une camerounisation de la justice, où on ne verra plus le common law en tant que tel, avec l'intégration, par exemple, dans le niveau du code pénal, le code de procédure pénale, des notions de common law et des notions de droit civil dans un code unique. Moi, je dis, c'est vers cette route qu'on allait. Pour cette raison que vous allez voir qu'il y avait les procureurs généraux au niveau des cours d'appel, au niveau des cours d'appel qui sont francophones, qui sont au niveau de la cour d'appel du Sud-Ouest. De la même manière, on envoyait également dans les cours d'appel francophones des confrères venant, des magistrats venant, des compatriotes venant des zones anglo-saxonnes. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de recul. Et moi, ça m'embête un peu. Sauf que je suis légèrement calmé en me disant que lorsque je regarde les 50 personnes, les 50 jeunes compatriotes qui viennent d'être intégrés en tant que magistrats du Commonwealth, vous verrez qu'ils viennent de tout le Cameroun. Ce n'est pas uniquement les souches anglo-saxonnes. Vous trouverez les gars qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais qui ont choisi comme langue de travail l'anglais et ils vont donc aller acter là-bas. Alors, messieurs, avant de sortir l'émission, je voudrais vous suggérer de dire un mot sur le nouveau titre du chef de l'État tchadien. Est-ce que ça a une signification particulière, Maître Moustapha Ngouana, le maréchal Idriss Déby? Vous savez, on est dans une logique de culte de la personnalité. Vous savez, le président Mobutu fait des émules. Ouais, peut-être que le président Mobutu fait des émules. Le président Idriss Déby a des ressorts sur lesquels il s'appuie pour pouvoir, je crois, s'adjuger la qualité de maréchal. J'avoue que je suis un peu surpris parce que bon, j'estime qu'il n'en avait pas besoin puisqu'il était déjà il est déjà le maître incontesté du Tchad et qu'il lui arrive très souvent de prendre des positions très fortes. Je pense qu'il n'avait pas besoin de cette espèce de titre qui se rappelle un peu, qui se rapproche un peu du titre de paladin que s'était conféré le bourgeois gentilhomme. Vous connaissez la fameuse œuvre de Molière. Donc c'est un titre qui, de mon point de vue, n'était pas nécessaire pour un homme de sa stature, qui sur le plan panafricaniste prend quand même parfois des positions qui nous réchauffent. Bon, maintenant, c'est une nouvelle qualification un peu fantasque. Bon, libre cours à lui. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que c'est un chef de l'État. J'espère seulement que les dérives à la Mobutu ne vont pas être mises en perspective par ces derniers. Donc, et qu'il va résolument mettre le Tchad sur la voie du développement. C'est le plus important. C'est ce qu'il y a à retenir. Maître Sechemou, avec ce nouveau titre, ça augure quoi? Une sorte de mobutisation du Tchad dans les jours à venir? Le maréchal Idriss Déby. Maintenant, je ne sais pas si c'est, on va dire maréchal ou maréchal son excellence Idriss Déby. Ça devient très compliqué. Vous savez, je ne vais pas faire d'imprécation, par pudeur et respect. Déjà, j'ai de nombreux confrères tchadiens. Et très récemment, dans certains forats où nous faisons des échanges, certains s'inquiétaient déjà. Certains s'inquiétaient de voir le numéro 1, le leader, le chef de l'État, qui pourtant a souvent des combats, comme relevait le confrère Ngouana, très importants pour le développement de la société. Maintenant, un titre de plus, si ça peut permettre à ce chef d'État, à ce grand homme, de restaurer, de renforcer les principes démocratiques dans son pays, peut-être, mais quand on entend maréchal et démocratie, ce sont des mots, parfois je dirais, antinomiques. Donc, j'ai la faiblesse de penser que ça peut être un mauvais présage, mais si c'est un titre qui s'est adonné pour continuer la lutte contre la secte islamique
Boko Haram. Mais certains Sûrement. peuvent estimer que ça relève du culte de la personnalité qui s'accommode mal. Par exemple, des principes démocratiques et de beaucoup d'autres choses. Si on retourne un petit peu dans l'histoire, ça donne parfois lieu à des sortes de dérives qui peuvent faire craindre pour le Tchad demain. Vous savez, je ne lis pas dans les coris. C'est pourquoi je préfère avoir un fait. C'est peut-être ma déformation professionnelle. Nous, les avocats, nous aimons les faits. Comme on dit souvent chez Yannadas, qui dami factum dabutibijus. Si on me donne le fait qui contribue ou qui laisse penser de manière indirecte directe ou immédiate à ce qu'il est entravé un principe démocratique, si en attendant le titre est là, voyons si nanti de ce titre il va combattre, il va concourir, il va pouvoir édifier, renforcer les principes démocratiques, ou c'est un titre qui va lui permettre de combattre la secte sans porter atteinte aux droits et libertés de la population tchadienne, et tout en sachant que nous les Sémacois de la communauté Sémac, nous comptons beaucoup sur ce chef d'État et sur son peuple. Maître Joseph-Claude Biliga, les grades, les titres chez les Africains. Première chose, il faut noter que c'est honorifique. Il n'y a pas, au niveau de l'armée, le grade de maréchal. C'est honorifique. Il faut comprendre que dans l'histoire, le maréchal Pétain a été maréchal alors qu'il était colonel. Le président Déby, je crois, il était général. Donc, c'est déjà ça, le corps d'armée. La seule chose il y a également le président Mobutu qui a été maréchal. Mon seule inquiétude, et ça a été exprimé par mon jeune confrère, c'est que ce grade ne monte à la tête. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est un grade et que maintenant il est le tout-puissant, etc. Et que ça a des impacts négatifs au niveau de la démocratie. Il s'est posé un problème. Un débat qui a eu lieu au niveau du Tchad, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est le jour où le pays fête ses 60 ans qu'on lui mette ses grades, qu'il devienne maréchal, parce qu'il estimait que le risque c'est qu'on oublie la fête, la journée, cesse d'être la journée de la fête de 60 ans, je veux dire de l'indépendance, pour devenir la fête, la journée où de célébration du titre de maréchal du président. Je pense qu'il faudra éviter ça, c'est ce qu'il faut éviter. La seule chose qu'il faut éviter également, c'est lorsqu'on voit la fin des maréchals, que ce soit Pétain, que ce soit Mobutu, moi je me dis, est-ce que ça ne peut pas être un mauvais présage? C'est-à-dire comprendre le titre, donc sachant que ceux qui l'ont pris avant n'ont pas toujours eu une fin heureuse. Et en tout cas... Madame Soleil. Madame Soleil s'est emparée de lui. Il fait la futurologie. Non, je pense que c'est déjà la manifestation du totalitarisme. Et il faut relever qu'avant que Idriss Déby n'arrive à s'attribuer, à s'adjuger ce titre, il avait récemment pris le soin de supprimer dans la Constitution le poste du Premier ministre. Et il a demandé qu'on doit l'appeler Excellence, chef de l'État, chef du gouvernement. Et maintenant, il dit c'est maréchal, Excellence, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, c'est le totalitarisme. Et là, vous avez bien fait de dire, c'est là le culte de personnalité, c'est déjà la mégalomanie, parce que ça, c'est les dérives. Chaque fois quand il y a autoritarisme, il y a ce type de dérive. On a cité le cas de Mobutu, il y a eu également Bokassa en RCA. Et il est empereur. Et là, empereur, un gars d'un peu d'ici. Ce genre de comportement pour un chef d'État dans un pays qui se réclame démocratique, c'est inacceptable. Et là, ça nous fait craindre pour les jours à venir que le Tchad se retrouve dans un système autocratique. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment pour ces échanges, Maître Joseph-Claude Biliga. Merci de m'avoir invité. J'ai été trop content d'échanger en gentleman avec mon confrère, malgré nos différences politiques. Je pense que sur votre plateau, chaque fois qu'il y a ce genre de plateau, je serais heureux de partager avec mon confrère du MRC, celui du SDF. Oui, la confraternité a pris le pas sur les appartenances politiques. Maître Russell Chemou, merci infiniment d'être venu. Oui, je vous remercie et je veux profiter de cette occasion, puisqu'on est entre confrères,
pour souhaiter un joyeux anniversaire à un confrère aîné, un papa, l'ancien trésorier, Maître Kwengwa. Voilà, Maître Moustapha Ngwana, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce soir. Je suis un peu plus heureuse. Votre plateau est l'un des plus prisés de la République, si ce n'est le plus. Donc je suis heureux d'être là et je vous remercie de m'avoir fait l'amitié de m'inviter. Maître Fidèle Djoubissi, merci infiniment. Je note qu'au cours de cette émission, vous avez plaidé pour que le bâtonnier de l'ordre fasse désormais partie ça, c'est vrai. du Conseil supérieur de la magistrature. Exact, parce que le barreau est une institution qui est très importante dans le système judiciaire et devrait normalement faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox ce soir, merci de nous avoir regardés. Bonsoir chez vous.